Mes chers compatriotes, je suis heureux de vous dire ce soir Bienvenue dans À Poil. Je sais, le nom peut porter à confusion, mais je vous rassure, vous n'êtes pas en train d'écouter une conversation sur la nudité. À Poil, c'est le podcast qui met à nu les chefs. Je suis Julie Gerbet et dans chaque épisode, je passe à la poêle des chefs au masculin et au féminin, des cuisiniers et cuisinières pluriels qui marquent notre époque. Au cours de cette première saison, nous allons explorer les nombreuses facettes de ce métier devenu glamour avec une variété de personnalités du monde de la gastronomie. Des togs de cantines d'auteurs, de grands restaurants ou de tables d'hôtes cachées. Quel genre de chefs sont-ils ? Ont-ils la création facile ? Qu'est-ce que représente la cuisine pour eux ? Dans ce deuxième épisode d'À Poil, je suis ravie de recevoir Céline Pham. C'est ma façon de m'exprimer. J'exprime ma bienveillance et mon amour et mon affection à travers la cuisine, je pense. C'est ces moments précieux, ces moments uniques où tu as des découvertes, des choses, ça te fait quelque chose, ça te fait quelque chose dans le ventre, c'est physique, ça nourrit l'esprit, c'est magique. Alors, pourquoi Céline ? C'était important et évident de recevoir une femme, qui plus est quand elle s'appelle Pham dans ce deuxième épisode d'À Poil. De plus, avant d'adorer sa cuisine, j'ai d'abord été séduite par le personnage, spontané et sincère. Un jour, c'était après une rupture amoureuse, Céline m'a confié ne pas avoir cuisiné pendant des semaines. Elle n'y arrivait plus, et j'ai trouvé ça extrêmement touchant. Avec Céline, nous avons donc parlé de cuisine et de sentiments, de sorbet au lait de coco, et de la difficulté d'être une femme dans un milieu d'hommes. Et je suis sûre que vous aussi, vous allez la trouver émouvante dans sa démarche. Bonne écoute. Bonjour Céline. Bonjour Julie. Est-ce que la cuisine est pour toi liée au sentiment ? Est-ce que tu as besoin d'être dans un bon mood pour cuisiner ? J'étais un peu terrassée par une rupture amoureuse. Ça m'a pris presque 1 an avant d'être satisfaite de ce que je fais à manger et de reprendre plaisir à manger. Donc je pense que les deux sont étroitement liés. Il faut être dans un bon mood parce que c'est un métier où tu offres aux gens un peu de toi et Donc c'est clair que l'humeur influe sur ta cuisine. Tu as commencé ta vie professionnelle par la médiation culturelle et la musique. Oui, c'était un terme très vaste à l'époque, j'ai pris ce cursus à la fac. Qu'est-ce qui a déclenché l'envie de faire la cuisine ? Alors à ce moment-là, donc j'étais dans l'industrie du disque, on est en 2008, il y a comme une mutation avec l'arrivée, c'était déjà installé mais... Le numérique qui mangeait un peu plus, qui gagnait du terrain. J'ai eu un événement personnel qui est que j'ai perdu ma grand-mère à ce moment-là. Je sais pas si c'est directement lié, mais c'était son métier à la base. Je pense aujourd'hui que pouvoir dire que j'ai voulu lui rendre hommage et que je voulais à ce moment-là faire quelque chose de manuel, faire quelque chose de mes mains. Car la vie de bureau m'ennuyait un peu, on va dire ça. Et pourquoi la cuisine alors ? Pour la cuisine parce que j'ai grandi dans une famille où le manger était central, tout était prétexte à fêter, à manger, à célébrer, à se réunir. Et j'ai une famille très 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 gourmande. C'est tout un truc de planète alignée à ce moment-là qui a fait que je suis rentrée très vite à Ferrandi après cette décision, mais que par avant je faisais le week-end. Je travaillais dans un restaurant en tant que plongeuse commis avec un être exceptionnel, mon premier chef qui s'appelle Yuri. Et lui m'a ouverte vraiment, il bossait à l'arpège avant et il m'a ouverte sur un monde, j'étais vraiment en admiration de cet être. Et justement, pourquoi tu as choisi de faire une école et pas continuer à bosser dans un restaurant pour... Et ben justement, c'est ses amis qui m'ont dit, qui eux avaient tous à peu près fait une école, etc., qui m'ont dit, écoute, on est au début, on te conseille d'avoir un cadre. Mon frère, par ailleurs, connaissait Francis qui avait fait l'école, donc il m'avait convié aux portes ouvertes. Et vraiment, c'est un truc de date. C'est arrivé, je suis allée aux portes ouvertes comme ça dans la foulée. Et j'ai passé les entretiens et j'ai commencé l'école. J'ai commencé l'école tout en restant en apprentissage avec Yuri, qui lui, après, à l'époque, bossait dans un bistrot du 6e, le Prévert.
Et c'est là que j'ai retrouvé. Donc j'étais 50% du temps en entreprise, voire 70, parce que je séchais pas mal pour aller en entreprise. Donc tu avais choisi le bon domaine. Je m'y suis jetée, je pense en pensant que j'avais pas de temps à perdre du fait de la formation précédente, d'avoir déjà eu une vie, on va dire entre guillemets, dans la musique avant. Et du coup là je ne comptais pas les heures et j'étais ravie d'éplucher. Je me mettais des chronomètres dans les sous-sols avec 15 kilos de patates, 15 kilos d'artichauts, 15 kilos d'oignons le matin, et pour moi il fallait apprendre à aller plus vite, toujours plus vite, et je le faisais sans compter les heures. Quel souvenir gardes-tu de tes premières expériences ? Dans quel domaine? Dans la gastronomie. Mes premières expériences, alors du coup on remonte à Youri, dont je te parlais précédemment, et là, je te dis beaucoup d'admiration. C'était à l'époque un restaurant sans gluten. On est 9 ans en arrière. Ma première approche, c'est... alors je me souviens, le premier jour, c'était des salsifis. J'avais jamais vu ça de ma vie. C'était plein de terre, je comprenais pas. Ça, tu épluchais le truc, ça oxydait. Enfin, c'était quand même très particulier. Et puis, donc je découvre des légumes, enfin tout un nouveau monde, quoi. Et puis ce personnage, comme je te dis, qui est californien, moitié japonais, qui cuisine comme un dieu, qui ressemble à un dieu. Enfin j'étais vraiment subjuguée. Et là, dans ce restaurant, il déconstruisait un peu toutes les recettes. Pour pallier au fait qu'il n'y ait pas de gluten du tout dans aucune des recettes. Et donc c'était assez scientifique pour moi, et des super découvertes de tous les types de farines différentes, etc. Donc c'était sur du pain, des pâtes, etc. C'était vraiment beaucoup d'admiration sur tout ce qui était, tous les champs des possibles à ce moment-là. Et justement, est-ce qu'il y a des chefs que tu admirais à tes débuts ? Dans les postes que j'ai occupés, les restaurants que j'ai traversés, j'ai été souvent en admiration pour mes chefs. Je pense qu'il y a un exemple où vraiment j'ai été subjuguée, et là je me suis dit c'est la bosse, et je suis vraiment soufflée. C'est un jour, un événement, Tatiana Leva, qui a le servant avec sa sœur. Et là, je vois Tatiana prendre en main les cuissons, et je sais pas, en la regardant, elle maîtrisait tellement le sujet que j'étais vraiment là, pour le coup, un peu, assez soufflée, impressionnée. Je découvrais, j'allais manger pas mal, et j'étais, dans l'assiette, sans forcément connaître le nom des chefs, etc., ou l'histoire des chefs, ou parler aux chefs, etc. J'étais dans l'assiette très admirative de tout ce qui se passait. Je pourrais te citer Adeline Grattard, où j'étais subjuguée par les associations. Toyo aussi à l'époque, je me rappelle, l'assiette, une tomate confite un pickle de tomate m'avait un peu soufflé. Et là, c'était sans mettre vraiment des noms, etc., mais c'était plus la démarche d'être renversé par l'assiette, le service. Le Prévert, The Kitchen Gallery, Saturne, Septime, chez Aline, quelle est l'expérience qui t'a le plus marqué ? Ça, en fait, c'est une liste très éclectique. Ça m'a marqué à des niveaux différents, et puis surtout, c'est arrivé à des moments où... je sais pas, où tu commences et t'as pas du tout confiance, où t'as un peu plus ou trop de confiance, ou je sais pas, toutes les expériences ont tellement été différentes, elles m'ont toutes marqué à leur échelle. Je saurais pas en faire sortir une du lot, en fait. Elles constituent qui je suis aujourd'hui. Ils traduisent aussi quelque chose, qui est que j'ai un peu la bougeotte, et qui m'ont tous apporté quelque chose et construit. C'est plein d'expériences qui m'ont traversé, quoi. Tu devances un peu ma question suivante. Je lis dans tes pensées. Oui. J'allais te demander justement si tu avais peur de l'engagement, parce que tu as fait des résidences de chef de quelques mois à quelques semaines.
la dernière chez Fulgurance. T'exerces ton métier de façon libre et indépendante. La Fulgurance, quelque part, c'était un engagement de 6 mois. Un engagement un peu court pour un chef, finalement, Non, parce que t'as choisi de pas avoir de restaurant au sens classique du terme. Je dirais pas que j'ai pas de l'engagement, je me suis mariée à 24 ans, enfin j'ai cette idée de l'amour absolu, etc. De l'engagement, peut-être la peur, à l'inverse, la peur de la... Puis c'est même pas des routines si contraignantes, parce que tu vois les produits évoluer, etc. Mais je pense, voilà, à l'inverse, je suis très curieuse et très demandeuse de nouvelles choses, et comme je te dis, j'ai la bougeotte pas mal, et c'est plus un attrait d'autres choses plutôt que la peur de l'engagement je m'engage très bien et je suis très fidèle en amitié, en amour, etc. Et c'est juste, c'est vrai que j'ai du mal à m'installer parce que je regarde toujours à côté, quoi. Tu n'as pas si peur que ça parce que tu as ouvert chez elle, chez toi. Ouais, j'ai ouvert ce projet. En fait, comment c'est né Comment est né le projet Comment est né le projet? C'est un quasi hasard aussi. C'est la fin de Fulgurance. C'est même pas la fin de Fulgurance, je dis des bêtises. En fait, c'est pendant Fulgurance. Je tombe sur cet appartement. Je vois un potentiel fou. J'ai envie de m'approprier le lieu. J'ai envie de faire travailler les copains que j'ai pas vus pendant des années parce que j'étais un peu tête dans le guidon. Donc une copine qui collectionne des images, une copine qui décore, qui chine, des copines photographes, tout un cercle d'amis où j'ai l'impression qu'on peut habiller, créer un lieu, créer une atmosphère où on peut se réunir déjà à la base. Et puis pourquoi pas organiser des dîners avec des gens d'horizons différents et faire des choses un peu uniques, dans un lieu unique, et en plus quoi de plus intime qu'un endroit qui est habité par moi. Donc voilà, j'ai eu cette envie d'ouvrir un peu chez moi et de le décorer à la virgule près, comme je l'entendais et comme je m'y sentais bien. Et pourquoi pas un vrai restaurant? Parce que je suis pas, parce que j'ai voulu quelque chose d'unique. J'ai peut-être eu peur après l'expérience Fulgurance de quelque chose à grande échelle entre guillemets. J'ai voulu un truc un peu intime. J'étais assez refroidie par toute cette logistique de commandes, etc., de commandes qui n'arrivent pas, de commandes qui arrivent, des commandes erronées où il faut toujours reposer sur quelqu'un ou même moi une certaine rigueur du quotidien sur un volume. C'est vrai que je suis beaucoup plus à l'aise là avec 6 personnes devant moi. Voilà, peut-être la peur aussi le recrutement. J'ai eu un peu de peine au début de Fulgurance à trouver des équipes parce que c'était un moment où ça changeait d'équipe et j'étais assez déstabilisée sur le fait de devoir solliciter tous les copains à travailler avec moi en extra parce que on peinait à trouver du personnel. Alors peut-être que je me suis dit sur un restaurant comment faire sur mon restaurant. Donc voilà, après l'idée du restaurant elle reste dans un coin de la tête. J'ai ce rêve d'être au Pays Basque, sur une montagne, près de la mer ou ailleurs, et d'ouvrir un restaurant un jour. C'était aussi ouvrir ton restaurant chez toi, ta table chez toi. C'est une façon de retrouver... On peut pas vraiment appeler ça un restaurant finalement, parce que c'est pas au quotidien, c'est pas aussi lourd. Ça reste de l'ordre de l'événementiel, je pense. Ta table, on va dire. Ouais, ma table. Ouais. C'est une façon de retrouver de l'amicalité et de la proximité avec les clients aussi, c'est important. Ça, je l'ai eu souvent parce que j'ai travaillé dans des cuisines ouvertes, enfin table ronde. Ce concept, c'était vraiment 16 personnes qui t'entouraient vraiment. J'ai adoré. À Fulgurance, c'est pareil, c'était un bar, enfin tous les gens pouvaient me parler, j'étais très 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 accessible. C'était pas nécessairement ça, c'était vraiment créer des choses qui ne se font, qui
qui existe qu'une fois et qui mute et qui ne se ressemble. Donc on va passer à l'interview aller-retour. C'est une interview dans l'interview. D'accord. Tu vas devoir répondre du tac au tac. Ah non, d'accord, ok. Ton âge, 30 ans, à peine, fraîchement. ton signe astrologique, Scorpion. ton plat signature, Le feu, je pense. Ouais. ton plat préféré, Joker, il y en a trop pour que je puisse en isoler qu'un seul. le chef que tu admires le plus. J'ai le droit à 2 jokers. Non. Non, le chef que j'admire le plus, c'est ma grand-mère. Ton ingrédient préféré. Je pense que c'est le riz sous toutes ses formes. J'aime le cuisiner comme autant que le manger. Ça, c'est beaucoup. Ton ingrédient détesté. J'en ai pas nécessairement, j'ai juste l'ananas, je déteste pas, j'aimerais l'aimer, mais quand j'en mange, je sue du nez. Voilà. Ton ustensile fétiche. Mon ustensile fétiche, j'ai une poêle danoise que j'adore, qui appartenait à ma grand-mère, avec lesquelles je fais les Bangkok, qui sont une spécialité vietnamienne, des petites crêpes. Et c'est très lourd et je l'adore. Ton dernier meilleur repas. Mon dernier meilleur repas, à mes 30 ans, donc c'était il n'y a pas si longtemps que ça, c'était chez Septime. Le resto que tu aurais aimé ouvrir. Le resto que j'aimerais ouvrir, je reformule ta question parce que il y a beaucoup de choses qui m'inspirent et j'ai pas forcément nécessairement, enfin je trouve qu'elles sont bien comme elles sont, etc. J'aimerais ouvrir une rôtisserie de légumes. Voilà, je lance un appel parce que j'ai vraiment envie de l'ouvrir. J'imagine ça un peu comme une boucherie, mais à la place des poulets qui tournent, des légumes entiers qui rôtissent et qui finissent, si pas vendus, en purée, des fruits en confiture, etc. Un lieu un peu autour du légume. Le meilleur compliment qu'on t'ait fait. On m'a dit un jour, c'était presque aussi bon que ma mère, et ça, c'est le meilleur des compliments. C'était sur une langoustine, des écrevisses à l'armoricaine. J'ai ouvert mon livre, le Marcel Morel, et j'ai regardé la recette, et j'ai essayé de faire la recette de grand-mère de famille, voilà, et à la fin, mon ancien beau-père m'a dit cette phrase qui m'a beaucoup touchée. Et la pire critique? La pire critique, souvent je les oublie parce que je suis très susceptible en plus, alors ça me blesse, mais j'essaie de les faire partir. Je pense que je ne sais pas en fait, mais j'en ai eu, j'en ai pris j'ai pris des bons taquets. Peut-être que ça venait plus d'un chef que je respecte ou quoi, mais en tant que cuisinière, genre ce que t'as fait à manger là au personnel c'est dégueulasse, ou ça touche vraiment, ça touche profondément, et des petites remarques comme ça, des petites critiques de t'as mal fait ci, mal fait ça, et après quand on ressale un plat, etc., des fois vu mon taux de susceptibilité, des fois je le prends un peu mal, mais j'oublie. Bon, c'est fini l'interview dans l'interview. Ok, très bien. Tes plats expriment à la fois tes racines vietnamiennes et ta formation à la gastronomie française. Est-ce que c'était évident de trouver ton style? Ça c'est une question, en fait ça se pose à un moment de ta vie, tu arrêtes de travailler pour les autres, tu défends ta cuisine, tu regardes un peu dans les inspirations, enfin là ça a été une évidence, de par la famille dans laquelle j'ai grandi, si gourmande, etc. Ça devait se jouer à ce niveau-là, quoi, au niveau des origines, de la famille, etc. Je vais pas aller chercher très loin. C'était là. C'était plein de souvenirs et plein de choses que j'ai voulu recréer, plein de voyages aussi, de souvenirs de voyages en famille, que ce soit dans les Antilles, au Vietnam. Etc. On faisait des food tours avec mes parents et mes 2 frères. Je pense que sur un marché, il n'y a pas un plat qui nous échappe, quoi. On a tout goûté. Et on marche tout le temps.
C'est quel sera notre prochain repas, enfin c'est toujours tout tourne autour de ça. Donc voilà, donc ça a été très facile de piocher. Et puis c'est un puits sans fond, il y a du potentiel là. On est sur je sais pas, comme moi j'ai un souvenir très jeune d'une glace aux Antilles. Ces dames sur la plage qui, en fait, sur un bloc de glace, foisonnent à la main une préparation à base de lait de coco. Elles y ajoutent des épices et puis elles tournent. Et là je passe et j'étais très jeune et je dis mais est-ce que je peux goûter? Elle me dit reviens. Et ça a duré des heures quoi. Avec t'imagines une sorbetière manuelle. Enfin, et alors quand ça a été enfin prêt la préparation, la glace quoi, et que j'avais sur cette plage ce cornet de glace lait de coco et que j'ai mis ma cuillère dedans, enfin c'était la folie quoi, la texture, enfin j'étais contente d'avoir entendu ça. Et ben là, Echo, c'est une glace que j'essaie de recréer sur un dessert à fulgurance où j'avais ce sorbet à la noix de coco sur... Enfin, pour moi, la coco au Vietnam, ça évoque aussi un dessert à la banane. Et du coup, j'étais partie sur une tatin de banane avec cette glace coco. Mais c'est pas que vietnamien, c'est en fait un rebond de voyage et de souvenirs d'enfance et plein d'influences. Il y a pas de limite en fait. Et est-ce que tu as la création facile? J'ai l'impulsion facile, c'est pas, enfin non, je sais pas, je saurais pas te répondre. J'ai pas peur d'essayer des choses. Après, j'ai plus des limites là, en l'occurrence de temps, etc. Enfin, je vais vraiment à l'essentiel, à ce que je sais faire. Quand j'ai plus de temps, là, je peux être, je peux plus m'essayer. Enfin, en tout cas, j'ai pas peur de la création. Après, à l'appliquer, je vais pas te dire que tous les matins, j'écris une recette et c'est faux. C'est un mensonge. Mais je suis contente quand j'ai des idées. Est-ce que tu cuisines ce que tu aimes manger? Oui. Et des fois, je cuisine ce que je n'aime pas manger. Enfin, en réalité, il n'y a pas vraiment grand-chose que je n'aime pas manger, mais je te dis un truc, en ce moment, je mange plus de légumes, je mange beaucoup moins de viande, etc. C'est pas que je n'aime pas, mais j'en cuisine, j'ai envie de faire plaisir aux gens, et si mes clients sont carnivores, je vais faire de la viande. Donc, enfin, en gros, il y a ce truc avec ce lieu, c'est que je suis très à l'écoute c'est une question que je pose. Est-ce que vous avez un souvenir, quelque chose de marquant culinairement que vous aimeriez retrouver? Et j'essaie de m'en approcher, parfois. Qu'est-ce que signifie la cuisine pour toi? C'est très beau ce que je veux dire, c'est ma vie. Non, c'est ma façon de m'exprimer. J'exprime ma bienveillance et mon amour et mon affection à travers la cuisine, je pense. Voilà, j'y mets beaucoup de sentiments et j'y ai mis beaucoup trop de sentiments parfois et là j'essaie de modérer et la cuisine, oui, ça représente tout. Enfin, c'est ces moments précieux, ces moments uniques où tu as des découvertes, des choses, ça te fait quelque chose, ça te fait quelque chose dans le ventre, c'est physique, ça nourrit l'esprit, c'est magique quoi. Justement, j'allais te demander qu'est-ce que tu cherches avec ta cuisine. Est-ce que c'est nourrir, surprendre, séduire, voyager? Voilà, oui. Non, à peu près tout ça. Hein. Tout avec un point un peu plus fort sur les voyages et découvrir des nouvelles choses, découvrir des marchés, etc. Surprendre, non, j'en ai pas toujours la prétention. Enfin, c'est difficile, mais j'essaye. Et puis, tout me paraissait juste dans ta liste, mais ouais, c'est un moyen de s'exprimer, ouais, où tu cherches pas mal de choses. Il y a des choses des fois que je n'arrive pas à verbaliser. Je suis un peu handicapée de la parole parfois et je vais l'exprimer différemment, quoi. Voilà, enfin différemment en cuisinant. Est-ce que tu as des modèles ou des sources d'inspiration dans la vie et dans ta cuisine? Alors justement là, ça s'ouvre, le spectre s'ouvre. C'est pas que des gens qui sont en cuisine. C'est pas que la famille aussi, parce que j'ai beaucoup été très inspirée par ma mère, ma grand-mère, tout le temps. Là, je fais de plus en plus de rencontres, de par ce lieu aussi,
sur des écrivains, des chanteurs, et moi c'est hyper important pour moi, ça me nourrit et ça m'ouvre à des choses et ça me plaît beaucoup parce que et souvent c'est la chose récurrente, c'est que ce sont des femmes et des femmes assez fortes et que j'admire et j'arrive à échanger parce que la cuisine c'est un très bon aussi moyen d'échanger, c'est un bon point de départ quand même. Tout le monde mange, tout le monde j'arrive à échanger très facilement, j'ai pas ce complexe de j'arrive à parler en fait à parler de tout et de rien mais aussi de la cuisine et d'autres choses et là ça m'ouvre, ça me revient, c'est la boucle finalement à la musique etc et à la culture hein, de manière générale et voilà ça me plaît donc oui il y a beaucoup de femmes très fortes qui m'inspirent mais comme tu le disais tout à l'heure chez Aline, Delphine Zampetti, elle m'a vraiment inspirée quoi. Ce rôle de mère, cette boutique qu'elle tient, j'ai beaucoup admiré, c'est un modèle. Voilà, ça peut être, mais c'est dans des métiers maintenant de plus en plus différents que uniquement la cuisine. Quel est le plat dont tu es le plus fier ? Je pense qu'il n'y a pas un plat mais un repas dans lequel j'étais très très fière en fait. Mes parents sont venus dans les restaurants dans lesquels j'ai travaillé, ils m'ont toujours dit en fait on prend pas de plaisir parce qu'on nous voit bûcher, t'es pas à table avec nous et on est assez malheureux et on n'arrive pas à avoir, enfin pourtant c'était dans des super restaurants, nous on se saignait derrière, on n'arrive pas à profiter un maximum etc. Mais un jour, table ronde, mes deux parents sont là. M'embarrasse un peu parce que table ronde, c'est une cuisine ouverte, c'est ce qu'on vit, dont mes deux parents avec iPad, à prendre des photos de moi, à me parler, à m'interpeller, etc. J'étais assez gênée, etc. Et puis là, en fait, j'étais dans mon truc, donc j'en fais à manger. C'est la première fois que j'étais en mon nom à leur faire à manger. Et j'y suis allée un peu fort pour eux. J'étais sur du homard, des produits nobles, etc. Et ça m'a vraiment j'ai adoré leur faire à manger à ce moment-là et puis pour une fois c'était pas t'étais pas assise avec nous à table mais le message que j'ai reçu ce soir-là c'était il était court, c'était le plus beau repas de notre vie et là j'étais fière là, enfin franchement sur l'échelle de la fierté je pense que j'ai jamais été autant et voilà. Est-ce que tu te sens plus chef, cuisinière ou restauratrice ? Je me sens cuisinière, mais chef d'entreprise. Et quel genre de chef es-tu ? Je suis quelqu'un de très à l'écoute. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de soucis sur comment vont les personnes avec qui je travaille. Pas trop... à créer une très bonne ambiance. Je suis très soucieuse de ça, d'être dans une bonne atmosphère. Voilà, donc moi je suis pas mal autoritaire, ouais. Mais en restant... Enfin je sais ce que je veux, donc à partir de là, en fait il n'y a pas trop... J'ai longtemps hésité, et maintenant que je sais vraiment ce que je veux, j'ai pas de mal à être autoritaire, mais en passant un peu la pommade aussi. Quand est-ce que tu t'es sentie chef pour la première fois ? Je me suis sentie chef, je pense que c'est assez récent. Ça rebondit avec la question précédente. J'ai beaucoup hésité. J'ai eu beaucoup de mal à m'affirmer, à savoir vraiment ce que je voulais et l'imposer. Et je pense que c'est assez récent où je me suis organisée aussi avec le fait de faire de cette activité quelque chose un peu plus... en acceptant des événements et moins un quotidien. J'ai réussi à plus m'organiser. Et là, je me suis sentie un peu plus chef, c'est-à-dire maintenant, j'ai plus de doute et plus de... Je prends du temps pour travailler en amont, les événements, etc. Donc, je sais exactement, je prépare des feuilles de route, etc. Je sais guider les gens. Et de là où j'ai une structure plus fixe, etc., je me suis sentie plus chef. Et pas au moment où on m'a appelé chef parce que la hiérarchie voulait qu'on m'appelle chef ou quoi. Là ça s'est presque passé sur moi, mais le jour où je me suis vraiment sentie chef, c'est quand j'ai arrêté d'hésiter. C'est comment d'être une femme chef ? Pas facile, non, ça n'a pas été facile et ça l'est de plus en plus.
Bien. Voilà, je pense qu'il y a un truc, c'est avec tout ce qui se passe en ce moment aussi. Ça fait que évoluer. Après, il y a des choses qui ressortent. Moi, ça n'a pas été je qualifierais. Ça n'a pas été facile. Moi, ça a été un grand sujet. J'ai subi beaucoup de machisme, de misogynie, des violences physiques, morales. Donc, j'en parle pas tant dans le détail, mais ça m'a aussi construite comme je suis et donné à un moment la force et le rebond, comme ça m'a un peu anéanti des fois. Donc non, je pense que c'était pas tout rose. Est-ce que vous serrez les coudes entre chefs féminines Il y a un élan là, mais que je pense dans la société en général, il y a un truc où j'ai des jeunes femmes chefs qui sont venues me voir en me disant j'ai eu des problèmes, j'ai traversé ça, et oui, on parle, et de se parler, ça fait avancer déjà, de l'extérioriser, c'est important. Et ça change les choses de l'intérieur, t'as l'impression? Oui, je pense qu'il y a quand même une grosse évolution là de ma dernière résidence. Les chefs garçons avec lesquels j'ai travaillé n'ont absolument pas la même mentalité que les garçons avec qui j'ai travaillé au début. Donc, ouais, ça change. L'interview touche à sa fin et on a faim. Est-ce que tu as une petite recette à nous donner? Une petite recette que tu fais le dimanche ou le dimanche, une recette très simple que je fais et qui a, je pense, à un autre ustensile fétiche, c'est le rice cooker. En gros, je fais un pot-au-feu, mais avec les épices du feu. Donc brièvement de la cannelle, un mélange d'épices, donc il y a de l'anis étoilé, du fenouil, des pots de mandarine, un oignon brûlé, un oignon que je fais brûler, du gingembre que je fais brûler dans un bouillon, de power de viande, etc. et de légumes. Là j'y fais cuire une viande, ça peut être du paleron, du bœuf ou pas de viande des fois, voilà. Je fais ce bouillon très concentré en épices. Et après j'y mets tous les légumes du pot-au-feu. Et tu fais ça dans le rice cooker. Et la viande, pour qu'elle cuise, je la mets dans le rice cooker et du coup j'obtiens en moins de 2 heures un résultat assez épatant. Donc la viande est hyper fondante, etc. C'est un trick que j'ai trouvé un peu par hasard, par faute de temps un jour. J'ai mis dans le rice cooker et ça absorbe tout le jus, en fait, tout le jus des épices se retrouve concentré dans la viande. À côté j'ai fait les légumes du pot-au-feu. Et après, je vais sur de la coriandre longue, des zestes de citron vert, etc. Et je pense que c'est un bon petit plat là, par ce grand froid actuel, assez réconfortant. Et des fois, je fais juste les légumes avec le bouillon. Et puis voilà. Mais le petit tuyau du rice cooker pour cuire une viande comme une cocotte minute, finalement, ça marche pas mal. Merci Céline. De rien, et puis on va le faire là, si tu veux. Vous pouvez goûter ce qu'elle a dans la poêle chez elle, sa table d'hôte cachée, en la contactant via son site celinefemme.com. Cet épisode a été réalisé par Laurie Martinez, musique par Santiago Walsh. Vous pouvez retrouver tous les épisodes d'Apoil sur iTunes ou sur n'importe quelle application podcast de votre smartphone, sur le site apoil-lepodcast.com et nous suivre sur Instagram. Si vous vous êtes régalé, surtout n'hésitez pas à nous décerner beaucoup d'étoiles, comme un certain guide gastronomique.